Bienvenue dans Vie de mère. Je suis Clémentine Guilbaud de Maison et dans ce podcast, je vais à la rencontre des mères de toute la France. Mon but, comprendre les histoires de vie, les parcours et le quotidien de nos élus locaux. Vie de mère. Oh, c'est une sacrée vie de mère. Pour ce nouvel épisode, j'ai reçu mon invité, le maire de Nevers à Paris. La ville de Nevers, j'ai eu l'occasion de la visiter la semaine précédant l'interview. Depuis Paris, j'ai mis 2 heures de train à arriver dans le chef-lieu du département de la Nièvre, comptant 33 000 habitants en région Bourgogne-Franche-Comté. Honnêtement, en arrivant à Nevers, je m'attendais vraiment à pénétrer dans un territoire fantôme sinistré par la désindustrialisation et l'exode rural. J'ai été agréablement surprise de découvrir une ville d'inspiration médiévale riche en patrimoine, un très beau et très long pont, des cyclistes qui roulent en bord de Loire, un délicat musée de la faïence, un marché tranquille le samedi matin sur la place de la mairie, des terrasses de café bien remplies en centre-ville, mais quand même plusieurs devantures de commerce encore fermées. Mon hôte aujourd'hui, c'est Denis Thuriot, âgé de 57 ans, maire de Nevers et président de son agglomération depuis 2014. Denis Thuriot, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec moi pour ce 5e épisode de Vie de mère. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous rêviez de faire dans votre vie quand vous étiez petit ? Peut-être président de la République à un moment, livreur de yaourt. Enfin, j'ai eu des passages très variés. Livreur de yaourt. Ouais. J'étais fasciné par les triporteurs, vous savez, les petits véhicules qui livrent. C'est à la mode. Ça a été longtemps mon rêve et ça revient à la mode, donc peut-être c'est ce qui m'attend pour plus tard. Et président de la République, donc déjà une... Oui, écoutez, le maire de Château-Chinon dans la Nièvre a été président de la République, c'était François Mitterrand. Donc pourquoi pas le maire de Nevers? Mais bon, c'est pas, je le dis avec humour, il y a d'autres candidats et moi je suis en appui parfois. Donc vous avez grandi dans une famille où la politique c'était important? Oui, j'ai eu quelques ancêtres qui m'ont fait ou qui ont essayé d'en faire et puis j'ai eu un père assez impliqué même s'il n'avait pas été élu. Et puis, donc j'ai décidé de faire avocat à 14 ans et j'avais un père avocat qui ne m'y forçait absolument pas. Et finalement, moi j'aime bien aller faire souvent ce qu'on me dit de pas faire. Et donc je suis allé voir dans les prétoires à partir de 14 ans et j'en ai pas dérogé. Je suis avocat depuis 1992. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être avocat ? Déjà à l'époque, ça va faire vieux ce que je vais vous dire, mais quand j'étais au collège, je faisais des débats contre la peine de mort parce que la peine de mort n'avait toujours pas été abolie en 1981. Et donc voilà, j'avais une appétence pour les sujets, puis pour prendre fait et cause pour les autres. Voilà, ça c'était quelque chose qui me passionnait. Et contrairement à certains de mes confrères, j'ai jamais hésité entre magistrat et avocat. C'était vraiment le côté défense des causes, défense des gens. Et je crois que j'aime bien les gens, et c'est mon souci, c'est pour ça aussi sans doute que je suis élu. Mais voilà, c'est ça, la défense pure et dure. Et c'est vrai que mon père me disait plutôt de faire un autre métier, parce que c'était chronophage, on n'a plus trop de vie, mais ça, j'ai vu ça puissance 10 en étant élu. Mais voilà, blague à part, c'est vrai que je me suis pris de passion pour ça, et je n'en ai pas dérogé. Et vous êtes spécialisé dans quel droit ? Alors, en exercice, je suis spécialisé en généralité, mais parce que j'ai un cabinet généraliste à Nevers, j'en avais un deuxième à Cosne-sur-Loire, au nord du département, mais j'ai dû le fermer parce qu'on ne veut pas tout faire. Et j'ai une associée, on était plus nombreux avant que je fasse de la politique. Donc, sans associé, c'est pas possible. C'est très compliqué de venir du privé, de faire de la politique. Ça, c'est un vrai sujet qui pourrait faire le thème d'un podcast, pourquoi pas. Mais voilà, je souhaite garder mon métier, je le fais toujours, ce qui n'est pas facile. Moi, je suis diplômé en droit des affaires à Grenoble et en droit de l'homme aussi, et j'avais commencé Sciences Po et voilà. Et donc après, sur le terrain, je me suis mis à faire droit public, droit des étrangers, que je mets pas du tout en fac, mais la pratique est très différente. Et puis je faisais beaucoup de droit criminel, cour d'assises, que je ne peux plus faire parce que c'est trop chronophage en cumulant les fonctions d'élu. Donc je garde le prud'homme, je garde un certain nombre de sujets, puis je me garde la main sur le droit civil, qui est la base. Parce que moi, j'ai lu que vous étiez l'avocat des sans-papiers. Oui, c'est vrai. Et toujours. Quand je peux, je les reçois le samedi matin. J'ai un peu le monde entier qui défile dans mon bureau. Mais je me suis pris de passion pour ça. J'ai eu des causes un peu
médiatisé à défendre avec des succès. Du coup, aujourd'hui, oui, je suis un peu reconnu comme ça et donc je les lâche pas et c'est contraignant. Alors l'avantage, c'est que c'est un droit qu'on peut travailler, je veux dire, quand j'ai le temps, c'est-à-dire la nuit, dimanche, parce que voilà, c'est des contentieux plutôt administratifs, sans forcément les besoins de plaider aux audiences, donc ça m'est plus compatible avec ma vie d'élu aujourd'hui. Et si vous continuez à travailler à côté de votre rôle d'élu aujourd'hui, c'est par passion ou c'est pas aussi par besoin financier, par exemple? Besoin financier, non, parce que je ne touche plus un euro de mon cabinet depuis 2014, parce que je l'ai soit mon associé à qui j'ai pas fait un cadeau en devenant élu, mais j'avais dit quand je me suis présenté, je pense que ma conjointe et mon associé m'ont dit va t'amuser, tu feras 3% puis tu reviendras à la maison, sauf que ça l'a pas fait comme ça et ça les a moins amusés. Et je considère, d'abord c'est ma passion, d'abord c'est mon métier. J'ai fait des études pour ça. Être élu pour moi c'est pas un métier. Et d'ailleurs je dénonce les élus professionnels. Moi j'en suis à 2 mandats, je vais sûrement tenter un dernier, mais je le dirai un dernier local parce que il faut ça laisser la place aussi. Je pense que c'est pas encore l'heure, j'ai pas fini mon projet. Pour rester maire, j'étais occupé déjà à 200%. J'étais dans l'associatif aussi, dans la réinsertion notamment. Et donc non, c'est pas par besoin financier, parce que je considère que j'ai des indemnités correctes et je vis sur mes indemnités. C'est pour ça que je dénonce la démagogie de DBC si on veut des élus de qualité, y compris venant du privé, parce qu'on y laisse des plumes. Mais donc voilà, j'essaye d'aider, pas perdre la main, et puis de contribuer aussi à garder aussi mes cotisations retraite. Alors ça, faut bien les payer. Par mon travail, je le fais. Donc voilà. Mais d'abord, si je m'arrêtais, puis je suis pas complètement à l'âge de la retraite, et puis la politique c'est éphémère, les gens peuvent ne plus vouloir de moi ou moi envie d'arrêter. Et donc, je suis pas tout à fait à l'âge de la retraite. Donc, reprendre en ayant abandonné avec l'évolution du droit aujourd'hui, ça serait terrible. Et puis, ça me manque terriblement. Et dès que je mets ma robe, même pour faire un renvoi, je suis l'homme le plus heureux du monde, parfois. C'est beau. J'ai lu que vous aviez, au moment où vous avez été diplômé de droit, enfin, du coup, vous avez passé le CAPA. Exactement, oui. Vous étiez rentré dans OPS en même temps. Oui, peut-être à peu près. Oui, je sais plus les dates en tête, ça doit correspondre à peu près, oui. En fait, ça vous a permis aussi en politique de vous forger plus un avis en faisant des études d'avocat. Qu'est-ce qui a fait que ça a concordé? Ou est-ce que vous étiez déjà proche de ce parti-là avant? Oui, j'étais proche de ce parti-là avant. Moi, j'ai moitié de ma famille côté droit. J'ai eu un oncle qui est décédé, mais qui était directeur de cabinet de Jacques Chirac quand il était ministre de l'Agriculture, qui était directeur de l'INAO après. Puis j'ai une partie de ma famille à gauche, donc j'ai toujours, c'est peut-être mon appétence à rassembler les gens, mais j'ai toujours un pied des deux côtés. Quand j'étais au PS, j'étais chargé des relations avec les autres partis politiques, donc oui, j'étais déjà ouvert. J'ai plein d'amis qui étaient pas du tout de mon bord, mais je trouvais ça intéressant. Voilà, donc quand il y a eu la tête de Mitterrand en 80, ils étaient très tristes. On était dans un bus en Allemagne, dans le Canada voyage scolaire. Moi, j'étais très content. Et voilà, et c'est ça la vie. On n'est pas pour autant fâché. Et au contraire, il faut se respecter dans les idées. Et encore aujourd'hui, plus que jamais. Et j'ai lu aussi que vous aviez été bâtonnier. Est-ce que c'était aussi un premier engagement politique? Alors oui et non, parce que dans un barreau comme Nevers, pas forcément. C'est plutôt un engagement organisationnel et porteur de projet. Mais c'est vrai que je l'ai été en 2008-2009. J'ai longtemps été président de la CARPA, ça se connaît moins, mais c'est la caisse de règlement des avocats dans lesquels on manie un certain nombre de millions d'euros et qu'on place, et c'est ce qui fait vivre les ordres, les produits. À l'époque, les produits, les SICAV étaient fructueux. Donc j'ai connu une période. Les SICAV, pardon. Ce qu'on appelait les SICAV, c'était des placements financiers qui n'existent plus, mais qui pouvaient aller jusqu'à 10-12%. Donc c'était ces revenus qui nous servaient à faire vivre les ordres. Et donc c'est un travail dans l'ombre. Et puis j'ai longtemps été au Conseil de l'ordre. Et avant d'être bâtonnier, vous êtes 6 mois dauphin, donc vous préparez à devenir bâtonnier. Et je l'ai été à l'époque de la réforme judiciaire de Rachida Dati, qui consistait à réduire le nombre de tribunaux, avec beaucoup de projets aussi qui venaient de l'Europe. Donc j'ai passé beaucoup de temps à Paris et en Europe. Donc vous êtes bâtonnier, votre cabinet en prend un coup aussi. Donc vous voyez, j'ai l'habitude de faire valser un peu mon cabinet. D'ailleurs, maintenant, je sais que parfois dans les statuts d'associés, il n'y a pas d'autorisation de se présenter ou d'être bâtonnier sans l'accord des associés, parce que c'est vraiment un déséquilibre. Mais c'est une forme d'engagement, de travail pour ses pairs, pour ses confrères. C'est une forme de confiance aussi et de reconnaissance. Il faut faire une petite campagne aussi, donc j'ai peut-être déjà ça dans le sang. Et non, je l'ai été à un moment où c'était important, c'était la numérisation des cabinets d'avocats aussi. Donc j'étais cabinet de thèse, donc j'ai testé ce qu'on appelle le réseau privé virtuel avocat, le RPVA. À l'époque, certains confrères me disaient ça passera. Non, ça passera pas. Aujourd'hui, si vous n'avez pas le RPVA, que vous soyez au fin fond de la province ou à Paris, vous pouvez pas travailler, vous pouvez pas être connecté avec les tribunaux. Donc j'avais aussi une forme d'intérêt pour l'innovation dans mon métier qui ne ressemble plus du tout à ce qu'il était au départ. Et puis c'est normal, c'est la vie, il évolue beaucoup. Donc voilà, je sais pas si c'était politique au sens vous l'entendez, mais c'était un engagement, oui, d'essayer de faire avancer notre barreau, de faire mieux, ou en tout cas de le faire progresser par rapport à mes prédécesseurs. Quelque part, c'était la défense des avocats.
Oui, je considère que le bâtonnier est un défenseur des avocats, avec des magistrats qui sont parfois compréhensifs, avec lesquels on a de bonnes relations, puis avec d'autres qui sont pas faciles, qui veulent parfois, comment dirais-je, nous faire tout supporter, compris parfois l'impression des feuilles de papier. Bon, maintenant on a de plus en plus de choses dématérialisées, de toute façon c'est à notre charge, mais déjà à l'époque, des fois, il n'y avait plus de stylo, il n'y avait plus de papier, fait qu'on amène ça au tribunal. Ça paraît surréaliste ce que je dis, mais c'est vrai. Et puis il y a une façon aussi parfois des magistrats qui connaissaient mal le métier, qui considèrent que quand on gagne 100 €, c'est dans notre poche. Et qui n'ont pas conscience parce qu'ils sont fonctionnaires, qui n'ont jamais été dans le privé, qu'il y a des charges, c'est pas simple, que quand on va à l'audience à 14h puis qu'on en repart à 18h ou à 21h quand on est jeune avocat, et ben c'est des heures d'attente, de perdu. On essaie de travailler un petit peu, maintenant il y a des moyens modernes, mais à l'époque il y en avait moins. Donc c'est aussi une mauvaise organisation de la justice qui ne s'est pas améliorée. Je suis moins maintenant dans les prétoires, mais il y a un vrai sujet sur la perte de temps du métier d'avocat par rapport au travail qu'il fournit. Et je sais que le métier se paupérise. Il y en a beaucoup d'avocats en difficulté, notamment dans les grandes villes, alors que c'est un très beau métier, exigeant. Et d'où ça vous vient, ce goût de la défense des autres ? Bah écoutez, sans doute depuis tout petit, parce que je me rappelle, je faisais ça aussi dans les cours d'école, parfois quand je trouvais injuste. Je sais pas comment vous dire, j'ai un sentiment profond d'aversion contre l'injustice. Alors peut-être sans doute, je suis pas le seul, mais moi c'est vraiment viscéral en moi. Et des fois, je ressens des choses injustes. Et donc c'est vrai que du coup ça me révolte. Moi je pense qu'il y a un côté comme cela. D'ailleurs si un jour on me proposait d'être garde des Sceaux, je sais pas si ça se passera un jour, je serais pas ministre de la Justice, mais je serais ministre contre les injustices, parce que je pense que la justice il y en a pas, c'est une utopie, mais c'est bien de poursuivre l'utopie. Par contre des injustices il y en a à tous les coins de rue, donc ça devrait être intéressant pour un ministre. C'est ce goût pour la justice ou la lutte contre l'injustice qui vous a poussé à faire votre première campagne en 2014 ? C'est un sentiment d'injustice pour ma ville qui tombait. Et j'ai fait confiance à des gens que je connaissais, puis c'était au Parti socialiste. Alors je n'avais pas renouvelé, j'avais été représentant de la haute autorité aux primaires lors de l'élection de François Hollande. Et je sais pas qu'il s'est passé des choses illégales, parce que j'étais là pour veiller à ce que ça se passe bien, mais j'étais désolé de voir des gens, à l'époque il y avait des motions, c'est ce qui a tué le PS d'ailleurs, la motion 1, la motion 2, la motion 3, bon, j'ai pas le droit de donner mon avis, ce qui m'a bien arrangé, mais je voyais des gens de la motion 1 qui buvaient plus le café que gens de la motion 5, alors qu'ils étaient copains depuis 30 ans, enfin, pour moi c'était pas ça la gauche. C'est quoi une motion exactement ? Motion, c'est un courant, il y avait le courant Ségolène Royal, il y avait le courant Valls, c'était ça l'émotion. Et ça a créé de l'émotion en un seul mot, mais pas dans le bon sens du terme. Et en fait, moi, je suis désolé, pour moi, c'est pas ça la gauche, c'est pas ça la politique. Et encore une fois, moi, je pense être quelqu'un d'ouvert aux idées. C'est peut-être ce qui a généré la suite de mon parcours politique. Mais je conçois pas qu'on puisse se fâcher pour des idées politiques. Je trouve que c'est très enrichissant de travailler avec des gens avec qui on n'a pas les mêmes idées. D'ailleurs, on s'ennuierait. Et par contre, c'est toujours je suis peut-être naïf, mais toujours dans le respect de l'autre, quoi. Ça nécessite pas des insultes ou autre. Et la diversité politique m'intéresse, le mélange des genres, l'alchimie. Je suis peut-être un peu un chimiste de la politique, j'ose dire. Et voilà. Et pour moi, le clivage m'a usé. Et puis, vous savez, quand je suis revenu dans ma ville, j'étais à Grenoble, Chambéry, Annecy, où je me plaisais bien. J'adore le ski, par exemple. Et je suis revenu, mon père me poussait pas. Bon, malheureusement, je suis revenu décédé rapidement et brutalement. Donc, j'ai continué le cabinet. Mais je suis revenu, j'étais obligé de revenir. J'étais dans un gros cabinet à Grenoble, je peux rester là-bas. Je suis revenu, j'ai fait mon choix et j'ai vu une ville qui tombait alors que je faisais confiance à des gens pour qui je votais, que je soutenais parfois. J'avais pas été élu, mais j'avais un rôle au sein du parti, de la fédération. Et j'étais très triste de voir ma vie. C'est une ville que j'adore. C'est une ville dont je suis amoureux. Je pense que c'est ma maîtresse. D'ailleurs, je passe plus de temps avec elle qu'avec ma femme, mais elle le sait. Qu'est-ce que vous aimez dans cette ville ? Mais j'étais guide quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant. J'étais guide de Nevers l'été. Et je pense bien la connaître. Et je pense que c'est une ville qui mérite mieux. Nevers, à 2 heures de Paris, a été oublié. On s'est cassé la figure. On est passé quasiment de 50 000 habitants à 33 000. Tous les bâtiments tombés, les bâtiments historiques, en ruine. Première année de médecine que j'ai mise en place, moi, le pass. Donc, la première année d'accès aux soins, c'était une idée de quelqu'un de droite, ça n'avait pas été pris parce que c'était des maires de gauche. Je les avais mis en contact parce que j'avais des réseaux dans le monde médical. La première année de médecine, on aurait pu l'avoir il y a 20 ans. Et c'est pas politique, ni de droite ni de gauche, que de proposer à des étudiants de tenter une première année de médecine. On s'en est fichu parce que c'était pas l'idée d'un beau courant. Pour moi, ça me dépasse. Pour moi, c'est l'intérêt général. J'ai mes idées politiques, mais je sais parfois m'en dégager. Je suis un homme libre avant tout. Et je sais parfois prendre du recul. Je suis pas dans le dogme. Voilà, je ne supporte pas le dogme. Et on est tombé dans le dogme, on est tombé dans le partage des chaises. Et j'étais vraiment pas frustré parce que moi j'avais vraiment
200% d'activité, donc je courais pas après un poste d'élu ou pas. On m'a contacté, on me l'a pas donné. C'est les choix. Je sais la difficulté de faire des listes. Après, donc je me suis dit, soit tu râles de ce qui est devenu ta vie, tu fais comme tous les Français, soit tu te prends en main puis tu proposes autre chose. Les Français sont des râleurs. Bah oui, et puis les Nivernais encore plus. Moi aussi d'ailleurs, moi aussi des fois. Mais voilà, j'ai proposé ça. Alors il y a autre chose aussi. J'ai mon fils à l'époque qui avait 17 ans, qui avait un an d'avance, qui passait le bac, qui a fait Sciences Po aussi, après, et qui me disait, mes copains, ils votent extrême droite. Et moi, je trouvais ça terrible pour un premier vote. Donc, je lui ai proposé autre chose, une alternative. Et je pense que sans mon courant à l'époque de rassemblement, le Front National fait beaucoup plus. Donc, j'étais aussi anti-Front National, vouloir relever ma ville. J'ai vraiment une vision d'un projet dans ma tête et parfois écrit, mais je travaille avec les gens. Et donc, j'ai une vision pour que Nevers puisse recompter raisonnablement dans le champ des capitales départementales. Quand vous avez décidé de vous présenter aux élections municipales, vous avez dit que vous aviez un projet. Et comment vous avez fait pour monter l'équipe ? Vous étiez parti plusieurs années, si je comprends, juste avant. Oui, bien avant, parce que je suis venu en 92 à Nevers. Bon, je suis resté au PS un moment, hein, et puis... non, c'est pas juste après que je sois revenu. D'accord. Le temps a un peu passé. On était déjà venu me chercher en 2008, mais je le sentais pas. Et c'est vrai que j'ai deux familles assez connues, donc un père avocat, une mère photographe, et ses parents, mes grands-parents qui ont été 70 ans photographes. Donc c'est vrai qu'ils ont photographié 4 générations, à peu près tout le monde. Et c'est vrai que ça m'a aidé d'être implanté. Il faut dire qu'à Nevers, on n'élisait plus son maire. C'était le directeur de cabinet qui devenait maire. Nevers a eu le destin de Pierre Bérégovoy. Quand Pierre Bérégovoy, ancien maire de Nevers, Premier ministre, qui est décédé dans des conditions dramatiques le 1er mai 1993, la ville est tombée. Voilà. Et ceux qui lui ont succédé se sont occupés de leur carrière politique. Moi, j'aurais pu m'occuper de la mienne. Ça fait 3 fois que je décline d'être parlementaire. Je pense que j'aurais été élu. 2 fois à la députation, 1 fois sénatoriale. Mais pour l'instant, j'ai un projet sur ma vie, sur mon agglo. Bon, je suis aussi conseiller régional. Je préside le groupe de la majorité présidentielle en Bourgogne-Franche-Comté, la commission des finances. Donc, j'ai aussi autre chose. Mais j'y suis allé non pas pour le plaisir des trains qui n'existent plus en ce moment entre Nevers et Dijon. Je suis allé pour essayer de mieux porter les projets de la Nièvre, qui est très souvent oublié par la région. Donc, moi, j'ai toujours, quand je suis ailleurs, je suis dans beaucoup d'endroits. Je suis très à l'international. Par exemple, je préside le village francophone du CES de Las Vegas. Mais quand je suis ailleurs, je suis toujours là-bas pour Nevers. Et c'est toujours pour Nevers que je pense. Et à Nevers que je pense. Donc voilà, je fais de mon mieux, je me bats. Et surtout, on était tombé dans une espèce de marasme. Et moi, je considère que ma ville, elle n'est pas condamnée au marasme. Elle a le droit d'exister. Je dis toujours qu'on n'a pas plus que les autres, mais on n'a pas moins que les autres. Mais c'est à nous de nous vanter, nous battre sur nos atouts. Et pourquoi elle était tombée dans un marasme ? Parce que je vous l'ai dit, on a eu mes prédécesseurs ont été directeurs de cabinet, leur histoire a été écrite. L'ancien maire a pris l'arrêt de toutes ses activités d'élu à 60 ans, il l'a respecté, mais il y avait 2 successeurs prétendants que je connaissais bien. Comme il n'arrivait pas à les mettre d'accord, il a fait venir quelqu'un de Paris, et cette personne, qui était une personne intelligente, que je voyais souvent parce qu'il savait que j'étais de Nevers, avec des réseaux, parce que vous n'êtes pas élu sans réseau, faut pas se leurrer. En fait, il s'en fichait, il voulait juste être député, il savait pas qu'il y aurait la loi du non-cumul, mais il se fichait de Nevers. Il disait tout le temps oui. Par exemple, je lui avais proposé à nouveau la première année de médecine sur un plateau. Il y avait juste un coup de fil à passer qu'il n'a jamais passé. Parce que Nevers ne l'intéressait pas. Tandis que moi, je suis viscéralement intéressé à Nevers et j'espère, moi, le plus beau compliment qu'on me fait, c'est que vous changez la ville. Alors, l'idée, c'est pas de changer pour changer, et ça n'a pas de sens, c'est pas de s'exciter ou de bouger pour bouger, mais c'est parce que c'était une ville qu'on qualifiait d'endormie, à l'abandon, tout s'écroulait, le patrimoine historique, culturel, sportif. Donc, j'ai fort à faire et j'ai pas fini ma mission. Donc pour vous, ça veut dire que les élus locaux, ils ont vraiment un énorme pouvoir sur la vivalité d'une ville ou... J'ai découvert ça. D'abord, un maire a beaucoup de pouvoir. Je sais pas qu'il en avait tant, donc faut essayer de pas en abuser. Et il a beaucoup de contraintes techniques, financières. D'ailleurs, je propose de faire avec moi une journée en maire. C'est-à-dire que j'offre à tout citoyen ou tout agent de l'agglo de la ville sur son temps de travail de passer une journée avec moi. Parce que moi, je me suis retrouvé maire. J'avais jamais été élu de ma vie, ni dans l'opposition ni conseiller. Et voilà, on vous présente des dossiers. Il y a la transition, mais il faut vous décider si vous mettez 400 000 là, si vous faites ci, et ça va très vite. Il n'y a pas de formation de maire, il n'y a pas d'école de maire. Ce que j'ai vécu, je propose à quelqu'un de le vivre, et c'est le maire bis, et des fois j'associe les décisions, des fois c'est vous qui décidez, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là. Et je pense que c'est très intéressant. J'ai y compris parfois invité des opposants, pour qu'ils voient que c'est pas si simple que ça, et que c'est une vraie responsabilité. Dans tous les sens du terme. Donc oui, on a du pouvoir, on a le pouvoir de dire oui, de dire non. Je vous raconte une petite anecdote. Quand je venais d'être élu, je n'avais pas encore mes adjoints, il faut 3 semaines pour que le conseil municipal se réunisse, et j'avais 80 parapheurs à la vie, autant à l'agglo, et souvent des décisions prises avant moi, parce que ça, c'est un processus.
Et donc, moi, je n'étais pas forcément pour dire non à tout ce qui avait été fait avant moi. Ça n'a pas de sens. Tout ce qui est bien, il faut le garder. Et un parapheur, on me faisait dire non. Et vous savez, quand on vous fait dire non, vous créez une déception quelque part. Une association, une personne, etc. Donc, j'ai ce qu'on appelle bloquer le parapheur. Quand le maire bloque le parapheur, c'est panique dans les services. Pourquoi il me le retourne pas? Il y a un problème. Et donc, j'ai dit, je veux juste comprendre que vous m'expliquez, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'explications pourquoi je disais non. Et la personne est venue avec le parapheur me faisant dire oui, l'inverse. Et donc, c'est là que je me suis dit, mais on a un pouvoir, pas de vie et de mort, heureusement, mais on a un pouvoir de oui ou de non. Qui peut être contrôlé, bien sûr, mais on a un pouvoir de oui ou de non. Et je suis pas finalement revenu sur la décision du non, mais on m'a donné la bonne explication. Et donc, vous voyez, on peut vous faire dire oui ou vous faire dire non. Enfin, et c'est vous qui décidez à la fin, très facilement. Et l'idée, c'est pas de jouer avec ça, mais c'est d'essayer d'être juste. C'est quoi le pouvoir qui vous a le plus surpris, justement? Moi, le pouvoir d'emmener les gens derrière moi. Parce que je vous ai pas tout à fait répondu tout à l'heure, mais je suis parti sans rien quand je me suis présenté. À l'époque, l'ère du macronisme qui s'est un peu inspiré, j'ose le dire, de ce que j'ai fait, mais évidemment à une échelle différente. Moi, je suis parti sans financement, sans 1 euro pour la campagne, sans personne. J'avais 30 de personnes vaguement intéressées et c'est tout. Sans étiquette. Donc sans appartenance politique marquée. Et puis voilà, et puis petit à petit ça a pris, on m'a dit que je ferais pas 3%, on me proposait de me rallier à des gens, ce qui n'aurait pas eu de sens. J'ai fait 25% au premier tour, des partis vous rejoint, mais par contre c'était sans étiquette et sans changer une virgule de mon programme, et on a gagné à 49,80 contre le PS qui était là depuis 43 ans et contre le Rassemblement National, donc au triangulaire. Et c'est vrai que c'était un peu fou à l'époque. Et d'ailleurs, quand j'ai gagné, on m'a mis UMP sur Le Monde ou sur TF1, donc je me suis fâché avec des gens parce que c'est pas ce que je portais, parce que j'avais des gens de gauche, j'avais des gens de droite, j'avais des gens de centre, j'avais des verts travaillables, hein, pas le retour à la bougie. Et donc, puis il y avait des gens j'ose dire de rien, mais c'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'affiliation, qui étaient vraiment de la société civile. Donc c'était très innovant à l'époque, et certains pensaient que j'allais rejoindre le maire, d'autres, enfin, j'ai mis 3 mois pour expliquer ce que je faisais et d'exister parce que j'étais pas dans une case. Et en France, si vous n'êtes pas dans une case, alors ça peut paraître aujourd'hui un peu dépassé parce que il y a eu le macronisme, il y a eu le rassemblement, mais moi c'est ce que j'ai porté parce que je voulais transgresser les clivages, les écarter. Et j'ai fait gagner beaucoup de paris de plateaux de fruits de mer ou bouteilles de champagne à Nevers parce que j'ai pas fait 3%. Et donc, ouais, je sentais que ça prenait. Et tous les vendredis, je faisais des réunions publiques, j'ouvrais mon local et plein de gens me rejoignaient que je connaissais pas parce que je voulais pas faire une équipe de cousins, une équipe de copains. Je voulais vraiment faire mon projet avec les gens. Et donc, dans l'été d'avant, j'avais écrit les grandes lignes. Qu'est-ce que je ferais pour Nevers si j'étais maire? Mais pas tout le programme, vraiment les grands axes que moi je pensais importants. Et c'est pour ça quand on me demande j'associe les citoyens, moi les citoyens, je les associe dès le début avec mon programme. Et tous ceux qui voulaient venir sont venus, certains sont repartis, mais la plupart du temps, j'ai changé 3 ou 4 fois de local, je grossissais, je sentais que ça prenait. Et donc, oui, j'ai vécu un truc de fou, j'ai vécu une campagne, mais dans la bonne humeur, quoi, parce qu'on était frais, sur 30 élus, sur 39, il n'y en avait que 3 qui avaient été déjà élus, dont pas moi, et 2 qui étaient contre l'autre, le mandat d'avant. Et donc, j'ai adoré cette espèce d'alchimie et de prouver aux gens qu'on pouvait travailler. Même moi, quand j'étais au PS, c'était impensable avec les gens de droite. Même moi, j'ai transgressé ça. Aujourd'hui, je réfléchis plus du tout clivage gauche-droite. Je suis plutôt sur un clivage progressiste dont je me revendique. Et puis, des gens qui veulent un peu un retour en arrière, qui sont contre le progrès. Et puis, les extrêmes. Donc, ouais, non, j'ai vécu un truc fou, parce que pour une ville comme Nevers, c'est pas si simple. J'ai été élu au premier tour à l'agglomération, que j'avais jamais été élu maire, et vos électeurs, c'est des maires ou des adjoints. Mais j'avais beaucoup travaillé aussi, hein, on a beaucoup ri, on a beaucoup travaillé. Et par contre, j'ai dit, vous me rejoignez, moi, je suis un gros bosseur, et on travaille. Et les derniers mois, enfin, les dernières semaines, on se quittait plus, c'était tous les soirs, et les gens étaient contents de travailler, et voilà, ça a été une folie. Et donc, qui a marché. Concrètement, comment est-ce que vous avez un conseil à partager de demain quelqu'un qui veut lancer une liste citoyenne, un secret de campagne en fait, qu'est-ce qui explique que vous avez été élu? Je vous le dis pas parce qu'on lira pas mon autobiographique, j'aurais sûrement pas le temps d'écrire. Mais non, blague à part, je pense qu'il y a l'envie. On avait une envie, mais une fraîcheur aussi, et sans doute une inconscience. Par contre, ayant beaucoup travaillé, je n'ai été perdu dès le départ sur aucun sujet. Après, il y a l'apport des services, mais je savais de quoi je parlais. Est-ce que être avocat aussi, ça vous a aidé, j'imagine? Ouais, sur l'oralité, sur les débats. Et d'ailleurs, on a été le débat le plus suivi de France 3 sur le plan national, hein, à Nevers, parce qu'ils sentaient qu'il se passait quelque chose. Alors, c'est quand même une terre très socialiste. Et j'ai été invité in extremis, il y a beaucoup de candidats, parce qu'ils se sont dit, c'est France 3 qui me l'a dit, hein, que j'étais avocat, donc je pouvais peut-être apporter des choses, etc. Et donc, c'est vrai que ma façon de m'exprimer
par mon métier m'aide, ça c'est clair, et trouver les bons arguments, parfois les punchlines, etc. Voilà, j'aime bien comprendre débattre. les rouages de la vie administrative. Après, oui, exactement, également. Et puis connaître le droit est partout, dans tout et dans la politique, et pour mener une campagne. Voilà, et puis j'ai été bien entouré, parce qu'une municipale, ça se fait pas tout seul, mais j'ai été entouré par des gens que je ne connaissais pas et qui se sont complémentés. Après, j'observe beaucoup. Et comment vous avez réussi à les atteindre, ces gens-là? Comment vous avez réussi à communiquer avec eux? J'ai lancé un truc intrigué. Après, je me suis mis très vite sur les réseaux sociaux. Je pense, c'était la première campagne municipale dans laquelle il y avait vraiment les réseaux sociaux. Et moi, je suis parti très tôt là-dessus. Je suis parti très tôt sur le rôle de l'interco. J'étais le premier à partir aussi là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé avec les autres maires à Parin. Ils ont tous voulu me recevoir, et j'étais, moi, très honoré. Maintenant, ce sont mes bras droits pour beaucoup, mais j'étais très honoré. Et puis, j'ai gagné un certain nombre de cantons l'année d'après, en 2015, dans le département. Donc, voilà, je pense qu'il y a la fraîcheur, l'envie. Vous savez, on veut faire du citoyen, parce que le citoyen, pour moi, certains en font une mode. Moi, je fais pas la mode, je le fais profondément, parce que je m'estime un citoyen parmi les citoyens qui on m'a donné un temps de confiance. Après, je suis pas élu à vie, hein, et donc il faut rester humble, et il faut toujours accepter d'apprendre. Et moi, c'est ma passion. Et puis, j'ai aussi, étant avocat généraliste, en tout cas dans mon exercice, j'ai l'habitude de jongler entre les sujets. Il faut jongler aujourd'hui, quand vous êtes président d'agglo, entre les déchets, les bus, les ventes de biens immobiliers de la ville. Enfin, je retrouve mon métier, et je retrouve plein de sujets très différents chaque jour, et c'est ça qui me passionne. Il n'y a pas de routine. Et puis après, faut être sincère avec les gens. Et je pense que je l'ai été, et j'ai démontré que moi, je voulais faire quelque chose sur ma ville. Mon côté local m'a aidé, mais enfin, on peut aussi se présenter d'ailleurs. Mais voilà, et après, je dirais chacun sa patte, et convaincre. Voilà, j'ai peut-être aussi une volonté de convaincre, qui est peut-être un défaut parfois, parce qu'on veut trop convaincre. Mais la politique m'a appris une chose, c'est savoir me taire, parce que quand vous êtes avocat, vous voulez toujours avoir le dernier mot. Vous voulez toujours bec et ongle défendre chaque argument. Et le communicant que je ne suis pas, mais je me suis entouré de certains, m'ont expliqué que des fois, c'était mieux que je réponde pas. Alors, je ne cache pas que je pense sur moi au départ, c'était dur. Et souvent, c'est bénéfique de parfois ne pas répondre sur tout. Donc, j'ai appris aussi le silence. Alors, le silence, vous l'apprenez parfois à jouer dans les plaidoiries. Mais là, j'ai appris à pas forcément répliquer à tout, et notamment ce qui n'a pas d'intérêt. Sinon, j'y passerais ma vie aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est sans intérêt. Mais j'ai fait une campagne aussi pour les jeunes. Et puis, on a fait une campagne disruptive, et vous savez, après, les choses, elles se sentent. Et vous sentez que les gens tenaient plus chez moi chaque vendredi. Puis après, on était passé presque à tous les soirs. Et je sentais qu'il y avait un engouement. Et la preuve, faire plus de 25% ou autour de 25%, je sais plus exactement. Pour la première fois que vous présentez comme ça, sans moyens particuliers, on n'a même pas dépensé le budget des 2 tours sur le premier tour. On a fait ça en amateur absolu. Et quand, à l'époque, La République En Marche m'a demandé de reprendre ma campagne pour former les élus, les candidats qui se présentaient en 2020, j'étais surpris. Donc, je suis allé à des séquences de formation avec tous politiques où je voyais ma tête, je voyais mes slides de campagne. Mais tout ça, c'était complètement artisanal. Jamais j'aurais pensé que ça soit porté nationalement. Donc, c'était sur des fonds personnels? Alors moi, oui, et j'emmène tout le monde. Je fais pas de prêt. Et je dis, voilà, on finance notre campagne. On est des gens raisonnables, on peut faire plein de choses pas forcément très chères. Et donc, je demande à chacun, en fonction de ses moyens, de mettre la main au pot. Et pour moi, c'est la meilleure des façons d'avoir que des gens qui croient au projet, des gens sincères, des gens qui viennent et puis qui repartent, j'en ai plein. Des gens qui sortent un peu de sous, c'est plus pareil. Donc, c'est limite un esprit entrepreneurial. Il faut prendre des parts dans la campagne. C'est ça. Mais je n'en tire pas de bénéfice, si ce n'est la joie et l'honneur d'être élu. Vous avez parlé aussi des citoyens, de comment est-ce que on arrive à les emporter dans son projet. Et une fois qu'on est élu, est-ce qu'on arrive encore à garder ce dialogue-là et à co-construire avec eux? Comment on fait ça? Ouais, c'est une excellente question, ça vous flattez, parce que il y a la conquête du pouvoir et il y a l'exercice du pouvoir. Et ça, j'ai appris que c'est très différent. Dans sa com, d'ailleurs, on le voit sur le plan national dans certains partis. Des fois, on est meilleur en campagne qu'en exercice du pouvoir. Et puis, le rôle. Mais vous savez, quand j'ai été élu et que j'ai plus vu mes comparses de campagne pendant un moment, puis il y avait ceux qui étaient les très élus, ceux que je prenais pas sur ma liste ou qui n'étaient pas éligibles tout de suite. Vous êtes plus le même vous êtes le maire. Et j'ai essayé de pas trop changer, moi, de pas prendre la grosse tête. C'est pour ça que je garde mon métier aussi, parce que ça vous remet les idées en place. Vous savez, quand je suis à la mairie, je suis arrivé la première fois, j'ai cru que j'étais Louis XIV, on voulait tout me faire, j'avais 2 chauffeurs, on m'a amené le café quand je voulais. Enfin bon, voilà. Donc, moi, j'ai voulu reprendre mon indépendance, donc j'ai plus de chauffeur attitré, je me débrouille, c'est parfois fatigant, mais j'essaie de... Je témoigne que vous êtes venu ici en par voiture, vos propres moyens. Merci.
Et donc voilà, c'est une énergie folle de campagne, mais que vous devez garder aussi après. Il faut surtout pas se reposer sur les lauriers. Et moi, tous les jours, je me réveille en me disant, faut remettre le travail en place. Et t'es là, mais demain, tu peux ne pas être là aussi. Il faut être bon, et il faut convaincre, et il faut emmener sur un projet. Voilà, rester parce qu'on est resté. Moi, j'ai toujours, je vous l'ai dit tout à l'heure, dénoncé la politique professionnelle. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. D'ailleurs, ça ne passera plus. Je considère qu'on est là pour un temps. Je considère que tant qu'on a une mission, pourquoi pas rester. Je considère que quand on est bon, pourquoi pas rester un moment. Et ça, c'est les gens qui décident. Et puis, par contre, il faut aussi renouveler, laisser la place, parce que d'abord, c'est prenant. On n'a plus de vie personnelle, ça faut le savoir. La vie professionnelle en prend un coup quand vous la gardez. Donc, voilà, je veux pas faire pleurer misère, c'est mon choix, mais il y a des conséquences. Et je vous assure qu'avant d'être élu, quand vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas les soupçonner. Y compris sur le poids, sur le manque d'exercice, sur la déplorable hygiène de vie que vous avez, parce que vous avez des réunions tous les soirs. Il y a plein d'effets secondaires que vous ne mesurez pas avant d'y aller. Par contre, il y a plein... Moi, je dis toujours, c'est aussi passionnant que contraignant. Ça, faut le savoir. Par contre, j'ai divorcé beaucoup de mères qui ont été eues en 2014 parce que c'est un tsunami dans une vie personnelle. Faut avoir un conjoint ou une conjointe qui le vivent. Hein. Des enfants, moi, j'avais encore petit, j'en avais 9 ans. C'est pas facile, surtout qu'il y a eu des actes assez violents, pas violents physiquement, mais devant ma maison ou ailleurs devant mes enfants. Donc, c'est pas facile à vivre non plus. Des menaces aussi. Donc, c'est vraiment un chamboulement de vie personnelle. Donc, nous, on se fait son petit plaisir. On voit pas les jours passer parce qu'on est occupé, mais ceux d'à côté qui vivent avec vous, ils vous attendent, ils passent leur temps à vous attendre. Et ça, faut aussi tomber sur la bonne personne, parce que c'est vraiment un effet supplémentaire. Alors, comment on sait que c'est la bonne personne pour nous accompagner dans une campagne ? Si vous séparez pas après, si vous divorcez pas après. En général, les choses, vous les savez après. Non, mais bon, pareil, comme moi, j'ai dit à ma compagne que je me présentais, je pense qu'elle pensait pas que je gagnerais. Et je pense que j'étais un des seuls à penser qu'on gagnerait. Mais j'y croyais, et quand je suis parti m'annoncer, j'ai envoyé un petit message à ma femme et j'ai mis je pars vers mon destin, et j'avais pas 1 euro pour la campagne, et j'avais 30 personnes qui m'aimaient bien, mais c'est tout. Donc mais je sentais que ça pouvait le faire, et c'est fou, il y a un effet alchimie, et moi je crois beaucoup à la volonté. La volonté, c'est la moitié du chemin, et je pense que j'ai une volonté forte. Vous voyez, je vais faire le marathon de New York dans moins de 15 jours, je suis absolument pas prêt ni entraîné, et je sais très bien que les 10 derniers kilomètres, ça sera au mental, parce que j'irai pas le physique. Mais pourquoi vous faites ça ? Parce que je fais de la course à pied, parce que à la base, je faisais du demi-fond, puis je me suis mis à courir des marathoniens, donc ça m'a fait progresser, et puis ça sera mon 6e, et le marathon, c'est une rencontre avec soi-même. Ça m'aide beaucoup en politique. Moi, j'ai une endurance absolue. C'est au début, l'ancien maire que j'ai battu était toujours là, il refaisait sa campagne, donc soit je le coupais, j'étais le méchant dictateur, soit je le laissais faire. Donc on avait des conseils qui commençaient à 18h30 et qui finissaient vers 3h. Moi, je bougeais pas, parce que si je bouge, je suis obligé de suspendre. Donc, je suis capable de tenir comme ça. Et à un moment, ils m'ont demandé de retenir toutes les délibérations, alors que celles où il n'y a pas débat, on les vote rapidement. Ils m'ont demandé de tout retenir, ceux qui m'ont demandé grâce vers 1 ou 2 heures du matin. Et moi, quand je sors à 2-3 heures, parce que je suis plus fatigué, je vais travailler. Donc, j'ai aussi, de temps en temps, des nuits blanches, mais j'ai besoin de peu de sommeil, c'est une chance. Pourquoi je fais ça? Je pense pas être sur le podium de New York, mais je fais ça parce que c'est une passion, que je cours depuis très longtemps, et je courais bien avant d'être élu, donc c'est pas pour me mettre à la mode et faire le malin. Et puis parce qu'un marathon, on dit toujours qu'on éprouve tous les sentiments d'une vie, l'envie, l'enthousiasme, l'allégresse, le découragement, où on dit qu'est-ce que je fais là, et puis après, faut s'accrocher, et puis la satisfaction d'aller au bout, et je crois que j'irai au bout même en rampant. Donc pour moi, c'est aussi une caractéristique de la volonté, de la détermination. Et pour le coup, on est plus sur une activité, disons, personnelle. Enfin, oui, bien sûr. Ouais, c'est plus, je veux dire, par rapport au fait d'être mère, vous êtes beaucoup dans l'équipe avec les autres. Là, peut-être que si c'est parce que vous êtes plus avec vous-même. Oui, moi j'aime bien le sport d'équipe. Moi, je m'ennuie jamais avec moi-même. Hein, j'ose le dire, mais je trouve que je suis quelqu'un d'intéressant avec moi-même. C'est peut-être pas la pensée de tout le monde. C'est prétentieux ce que je vous dis, mais je fais beaucoup de sports collectifs, comme du football aussi. Moi, je suis un passionné de ski et de course à pied. Après, j'ai fait du football aussi. Je fais de la voile, c'est plus personnel, tellement avec mes fils, donc je partage aussi. Mais non, honnêtement, j'ai plus beaucoup le temps de taper dans le ballon, et pourtant ça me défoule. Donc des fois, je fais du futsal aussi. Non, j'ai même créé une équipe de foot au tribunal pour affronter les magistrats. Donc Moi, je l'ai vu, vous étiez un professionnel de la danse à Nevers. Alors, comment vous avez vu ça? Parce qu'il y a plusieurs sujets. Ah oui, j'ai vu que vous étiez président de l'association Extravagance. Ouais. Alors, je suis plus, ça doit pas être à jour. Bon, c'est vrai que j'ai gagné un concours de lambada un jour, et je vous le dis, mais ne me demandez pas aujourd'hui, je fais le porté de Dirty Dancing. Voilà. Waouh. Vous parlez à une grande fan alors. Bon, la prochaine fois.
Donc, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant dans ce que vous faites actuellement, c'est qu'en février, vous avez été nommé président de l'Assemblée des territoires du Parti Renaissance. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est et pourquoi ça a été créé récemment ? Oui. Alors là, j'ai été réélu de façon pérenne parce que j'avais été élu dans un premier temps pour mener l'organisation. Et donc, il y a eu une élection au campus de Bordeaux il y a une dizaine de jours. Donc en fait, l'Assemblée des territoires, ça a été créé, c'est un organe de renaissance, ça a été créé à la demande du président de la République pour avoir plus de liens avec les élus locaux et le gouvernement et les élus locaux. Et c'est souvent ce qu'on reprochait au président de manquer, lui-même n'a jamais été élu local, et voilà, c'est comme ça, mais c'est pas le seul. Et on lui reprochait souvent d'être un peu en déconnexion. Donc moi, mon rôle, c'est de présider les élus de renaissance, y compris les élus parlementaires européens, y compris l'ensemble des parlementaires et l'ensemble des élus locaux. Et donc, c'est cette task force qu'on a montée à un groupe de 20 personnes, 10 hommes, 10 femmes, que je préside sur le bureau, de mandats différents, de régions différentes. Et notre rôle, c'est à la fois de descendre à nos élus adhérents, les informations un peu en amont, les explications, par exemple, j'ai fait un plateau avec Bérangère Couillard pour nos adhérents pour expliquer le plan eau, quand elle était à la biodiversité. Là, on va faire quelque chose avec le ministre Cazenave sur les budgets. Donc, c'est favoriser ce que fait le gouvernement ou ce que souhaite le président de la République, ses attentes. Donc ça, c'est le côté descendant auquel je veille. Et puis, lorsqu'il y a des visites ministérielles, qu'on n'oublie pas les élus de la majorité, parce que moi, j'ai pas à me plaindre, hein, beaucoup de ministres qui viennent au président, et comme je suis majoritaire, je suis forcément associé, mais je sais que dans certains endroits où il y a des gens très habilement qui font des campagnes, qui prennent de leur argent pour se déplacer, coller les affiches, etc., ils voient leurs adversaires en photo, parce que c'est la façon républicaine de se déplacer pour le gouvernement, le président, mais eux, ils sont oubliés, même pas conviés, etc. Donc mon rôle, c'est aussi de veiller à ça. Ça peut paraître tout bête, mais c'est aussi une façon de développer le parti et de garder des gens qui se sacrifient sur leur temps personnel sans rien attendre en retour, et des temps militants, y compris des gens qui sont pas du tout élus, mais qui soutiennent ce mouvement, ce parti politique. Et puis l'autre rôle, c'est remontant. C'est remonter les bonnes idées de terrain, c'est alerter. Là, par exemple, j'appelle tous les maires qui sont victimes, ou les élus qui sont victimes de violences, soit quel que soit leur parti politique. Là, j'ai vu qu'il y avait la maire vers une commune de Tours, enfin vers Tours, sa voiture a été brûlée avant-hier, donc je vais l'appeler aussi. Voilà. Je le fais sans arrière-pensée politique. C'est vraiment, je travaille sur le statut de l'élu local et les violences faites aux élus. J'en ai été victime moi physiquement, ma maison, mon cabinet d'avocat, des menaces de mort, etc. Du fait de mon soutien au président de la République. Donc je sais aussi la démarche qui est faite et je sais qu'elle est attendue par l'ensemble des élus. Donc c'est une démarche qu'on essaye de faire de façon transpartisane. Donc mon rôle, c'est de soulever des idées, c'est de travailler sur des sujets comme le statut de l'élu, je vous l'ai dit, les violences faites aux élus. Je travaille le projet de loi avec Violette Spilbou qui sera présenté à l'Assemblée nationale prochainement. C'est aussi travailler sur la réforme de la Constitution, parce que c'est un souhait du président de la République et je pense que les élus locaux ont leur mot à dire. Et c'est montrer que tout n'est plus décidé depuis Paris. Voilà. Donc c'est qu'il y a deux flux, montant, descendant. Et moi, mon rôle, c'est de veiller à cet équilibre-là. C'est de relayer parfois directement au président, sans filtre. C'est de relayer à la première ministre, que je verrai plus souvent régulièrement pour travailler ensemble sur le rôle des régions, sur les liens du gouvernement avec les élus locaux. Et donc, c'est une façon de faire un ancrage. Et on reproche souvent à Renaissance de ne pas avoir un ancrage local. Moi, je suis la preuve que c'est possible. Mais d'abord, c'est un jeune parti, il ne faut pas l'oublier par rapport aux autres. Et ce qui s'est passé n'a jamais existé dans la Ve République, hein, en histoire politique, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, c'est un fait. Donc voilà, j'ai un rôle intéressant, passionnant de coordination des élus et de les représenter et de les porter auprès du président du gouvernement. Donc vous parliez des violences faites aux maires, c'est vraiment un sujet dont on parle de plus en plus. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une recrudescence de ces violences ? Oui, absolument, absolument. Mais on le voit par rapport aux enseignants, sans parler des drames qui viennent de se passer dans les 3 dernières années. Mais on sent bien qu'il y a un problème de respect. Mais même je vois au niveau de ma profession d'avocat. Avant, l'avocat, c'est pas un privilège, mais on était respecté. Aujourd'hui, les gens arrivent, ils ont une exigence vis-à-vis de l'avocat qui est bien plus que vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais ça, on le voit dans tous les métiers. Et donc, il y a une recrudescence. Moi, je l'ai vécu. Hein. On a attaqué ma maison, on m'a détérioré des façades, on a failli mettre le feu à mon cabinet d'avocat. J'étais enfermé 1h30 dedans. On a cassé la voiture de ma femme.
j'ai des menaces de mort à la vie, chez moi. J'ai été cambriolé avec une connotation très politique, puisqu'on m'a volé quasiment que mes insignes de maire, alors qu'il y avait des choses qui avaient quand même un peu plus de valeur. Donc, c'était sous forme d'avertissement. Voilà. Donc, oui, aujourd'hui, regardez, on a des collègues maires parce qu'ils font des reproches, et ça m'arrive aussi que des gens soient des cochons, on va pas dire autrement. On est au Moyen-Âge, les gens déversent leurs déchets n'importe où. Il y a des maires qui sont morts pour ça, parce qu'ils ont fait une réflexion. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que quelque part, je vis pas dans la paranoïa, mais c'est vrai que j'ai un peu plus sécurisé chez moi parce que ça n'était pas forcément suffisamment. Et donc, on en arrive à des mesures, je dirais, de crainte. Et moi qui suis souvent en déplacement, pour sa famille aussi. Donc, les violences faites aux élus, moi, ce que je porte en proposition supplémentaire à ce qu'a annoncé Dominique Faure, c'est la protection des domiciles, des lieux de travail quand vous êtes à votre compte, parce que quand vous êtes profession libérale, artisan, etc., c'est votre outil de travail qui peut trinquer. Et ça, c'est vu déjà. Et puis, les candidats aussi. Parce que sinon, vous allez dissuader pas mal de gens d'y aller s'ils sont pas protégés, ne serait-ce que sur les locaux de campagne. Avoir un droit à l'assurance, parce que je pense que beaucoup d'élus issus de la majorité présidentielle risquent de pas trouver d'assureur pour avoir le cadre de campagne. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent paraître pratiques. C'est pas des privilèges, mais les élus sont de plus en plus exposés, donc il faut qu'il y ait des mesures adaptées. Et pourquoi vous pensez que les gens, ils ont plus d'attentes? C'est pour ça qu'ils sont plus violents? J'aurais envie de vous dire que c'était peut-être un problème d'éducation et qu'il y a peut-être un peu de laxisme chez certains, mais je suis pas réactionnaire de base. Et si c'est de l'éducation, du coup, le problème, c'est l'éducation nationale? Non, c'est pas l'éducation nationale d'expliquer aux jeunes comment se comporter, c'est aux parents. Il y a une grosse carence parentale. Parfois, parce que les gens savent pas, parce que des fois, les gens n'ont pas le temps. On vit dans une société où on prend plus forcément le temps. Et des fois, votre enfant, vous le mettez devant la télé, puis vous l'expliquez pas les choses, ou des jeux vidéo. Et je suis pas comment dirais-je, je suis pas rétrograde, ce que je vous dis, mais je vous dirais que ma réponse, elle n'est pas exacte. Là, dans quelques semaines, va comparaître un homme de 73 ans à Nevers qui m'a insulté quasiment au quotidien sur Facebook, sur Twitter, pardon. Et on a réussi à le retrouver par miracle, parce que c'est un réseau américain, et là-bas, quand vous insultez ou menacez, c'est la liberté d'expression, heureusement pas en France. Donc, il a été auditionné par la police. Et comme l'affaire n'a pas été jugée, je vais pas donner tous les détails, mais il a dit qu'il recommencerait. Et c'est juste parce qu'il m'aime pas, voilà. J'ai jamais rien eu avec lui, j'ai jamais rien refusé ou accepté. C'est pas le sujet. Donc, vous voyez, finalement, c'est pas qu'une question de génération et d'éducation, et c'est peut-être une partie du projet. C'est surtout on est dans une société qui a des progrès considérables en technologie, et on envoie des sondes à l'autre bout de l'espace. Enfin, vous voyez, je pense être comparatif assez simple. Et en même temps, on est sur un comportement chez certains, j'ose dire, de barbares. Alors, on le voit sur des choses plus dramatiques en ce moment, et des terrorismes, et ce qui se passe aussi ailleurs dans le monde. Mais vous avez des gens, ils n'ont pas de savoir-vivre, pas de respect de l'autre. C'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le respect. Et je pense pas que ce soit une valeur rétrograde. Le respect, c'est une valeur d'avenir. Être capable de se parler, être capable de pas être d'accord sans se taper dessus. Enfin, c'est la base. Mais aujourd'hui, c'est pas la base. Et je vous assure que j'ai failli être lynché par des gilets jaunes parce que j'ai pas les mêmes idées qu'eux. Et ce sont des jeunes gilets jaunes qui m'ont protégé, mais je me suis pris quand même un coup de pied, mais en me retournant, mais sinon je pense que j'aurais été lynché. Et donc oui, il y a un problème d'effet de groupe, d'effet de masse, on le voit. Je pense qu'on peut manifester. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie sans casser les choses ou sans casser les gens. Et aujourd'hui, il y a plus de limites chez certains. Voilà, on le voit. Et est-ce que, en tant que maire, il y a des actions, par exemple, de rééducation populaire à faire pour recréer ce dialogue et éviter la montée en violence? Vous savez, quand on reproche aux maires d'être un peu dans la répression, si on en arrive à la répression, et moi qui suis avocat, je connais bien les deux côtés de la chose, et j'ai défendu aussi beaucoup de délinquants, j'en défends parfois encore, mais on s'aperçoit que aujourd'hui, c'est le principe d'avoir des limites, quoi. Voilà. Et on sent qu'aujourd'hui, chez certains, vous n'avez pas de limites, quoi. Même si vous leur dites, je suis le maire, un peu de respect minimum, quoi, ils s'en foutent. T'es le maire, machin, c'est pas pour ça que je vais pas te taper ou autre. Voilà. Donc je pense qu'il y a un problème de barrière. Alors je sais pas d'où ça vient. Et quand on nous reproche parfois de faire de la répression, moi j'ai fait une police intercommunale pour que je l'ai armée, voilà, parce qu'une police ça fait pas les choses avec des marguerites, y compris pour se protéger elle-même, parce qu'elle était contrainte de se protéger avant de protéger les gens. C'est compliqué. Mais l'idée c'est pas de se servir de l'arme. Mais aujourd'hui je suis obligé de mettre des caméras individuelles parce qu'ils se font insulter, cracher dessus, etc. Au moins on sait ce qui se passe. Et parfois la police fait des abus, mais c'est très rare. Mais souvent la police est très patiente vu ce qu'on leur dit. Voilà, moi je pense que je pourrais pas l'être, même si j'ai appris la patience avec la politique un peu. Mais du coup, on fait beaucoup d'actions de prévention, d'accompagnement, de financement du permis de conduire pour pouvoir s'insérer dans des territoires peu denses comme nous. On n'a pas le métro, si vous n'avez pas le permis de conduire, c'est compliqué de travailler. On fait énormément de choses qui sont financées par les villes, par l'État. Il y a énormément de choses. Donc je pense qu'on peut toujours mettre plus de moyens, sans doute encore. Mais il y a une espèce d'esprit de groupe qu'on voyait peut-être moins avant, aujourd'hui, où un jeune de n'importe quelle condition sociale peut très vite être emmené dans quelque chose, parce que voilà, je pense que ça existe plus qu'avant.
Avant, il fallait vraiment être un pur et dur et vouloir vraiment renverser la société. Aujourd'hui, ça va très vite. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Ou les réseaux sociaux, si je fais le parallèle avec le terrorisme, on sait très bien qu'il y a des jeunes qui se font brigader dans le radicalisme uniquement par lecture de messages. Il faudrait peut-être être plus vigilant. Moi, je suis pour l'interdiction des pseudos. Déjà, quand vous parlez en direct, c'est un peu moins facile de se lâcher. Et puis, il faudrait peut-être aussi, dès qu'il y a des mots comme terrorisme ou autre, bloquer des comptes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de gens qui se radicalisent, par exemple, par ça. Et chez nous, c'est aussi un sujet comme partout en France. On a des fichiers S partout. Et c'est aussi un vrai enjeu que ça soit pas une gangrène. Je voulais simplement vous interroger sur les villes médianes, puisque c'est un concept que vous avez inventé, il me semble. Pourquoi ville médiane ? Ville médiane, parce que moi, je trouve que ville moyenne, ça fait comme à l'école, ça fait ni bon ni mauvais, et c'est des villes qui ont été oubliées pendant 40 ans. Il y a eu des choses pour les métropoles, et on en a besoin en Europe, dans le monde, je suis pas contre les métropoles. Et puis, il y a eu les campagnes, on a aidé les centres-bourgs. Bon, c'est en train d'être repris, parce qu'il faut s'adapter au temps actuel, mais nos villes, entre 10 000 et 100 000 habitants, eh bien, on les a oubliés. Vous savez, c'était les villes un peu, comme on dit, de notaires, et j'ai rien contre les notaires, mais un peu les villes poussiéreuses, un peu les villes provinciales, où on va passer un week-end avec des bottes dans la boue, etc. Et je trouve que c'est pas juste parce qu'on a des villes aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, grâce à la fibre, grâce à la 5G, tout en étant vertueux dans le respect de l'environnement, on peut l'être. Moi, je suis la première ville à Nevers à avoir le label numérique responsable, c'est-à-dire démontrer que je suis très nouvelle technologie, mais que je peux en même temps être vertueux sans avoir une carte écologie de l'environnement, des énergies aussi, qui vont être de plus en plus rares. Donc voilà, mon idée, c'est de montrer que nos villes, elles constituent, en additionnant leur population, plus d'habitants que dans les métropoles réunies. Et cette France qu'on a oubliée, on a décentralisé en France dans les années 80, on a re-régionalisé. Je vous donne un exemple, dans des villes comme les nôtres, vous n'avez plus, par exemple, de services contentieux des banques. Ils sont tous en région. Ces classes moyennes un peu supérieures ont disparu de nos villes parce qu'elles sont parties dans des grandes villes, dans des régions. Donc moi, je suis un ardent défenseur, pour le coup, et je choisis le terme, de ces territoires médians. Et pour moi, médian, c'est plus joli. Ça incarne dans ma tête, et c'est pour ça que j'ai écrit un livre aussi sur la relance des villes médianes. C'est pour moi le trait d'union entre les métropoles et les campagnes. Il y a nous qui sommes pas tout à fait des métropoles, loin de là, et qui ne sommes pas non plus complètement la campagne, même si on y est en quelques minutes. Et donc, ce territoire urbain, périurbain, il est important de le considérer. Je fais un peu de pub pour le gouvernement, mais je me permets de le faire sur votre podcast parce que ça a été reconnu par l'ensemble des maires concernés de façon très transpartisane. Le programme Action Cœur de Ville a été la première chose qui a aidé nos villes de cette taille, sachant que c'est pas forcément un démultiplicateur de projets, mais ça a été un accélérateur. Mais il y a des choses que j'ai fait dans mon précédent mandat, j'aurais pas pu les faire sans Action Cœur de Ville, mais j'ai pu avoir des fonds qui m'ont permis de l'accélérer. Et donc, il y a Action Cœur de Ville 2 maintenant sur les entrées de ville et les quartiers de gare. Donc, c'est vrai que ça nous redonne de l'oxygène, de l'air. Et beaucoup de gens qui vivent dans les métropoles rêveraient de vivre chez nous. Alors, entre rêver et faire le pas, il y a sûrement une marge. Mais franchement, des fois, quand je vois à la télé des gens qui se plaignent du pouvoir d'achat, etc., rien qu'en venant dans des villes comme les nôtres, ils gagnent en pouvoir d'achat sans gagner plus d'argent parce que la vie est beaucoup moins chère. Vous avez une maison avec jardin pour un 30 mètres carrés à Paris. Vous avez 40% de charge en moins pour une entreprise. En plus, moi, j'ai des locaux à Paris que je prête gratuitement à toute entreprise ou étudiant ou enseignant de la Nièvre. Donc, il peut être à Nevers pour pas cher et à Paris pour rien du tout. Donc, je pense que je suis la seule agglo à faire ça. Mais peu importe, les autres territoires sont concernés, ils ont droit aussi. Et pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour moi, il faut pas avoir de complexe, quoi. Il faut pas se vouloir plus gros que le bœuf. Mais je pense qu'on a des choses à porter, on nous a oubliés. Et aussi la qualité de vie auquel on s'intéresse. Mais moi, j'ai eu des prédécesseurs qui ont vanté la qualité de vie, mais pas le travail. Aujourd'hui, moi, à Nevers, sur l'agglo, le taux de chômage, qui est déjà pas fort en France, et tant mieux maintenant, il est inférieur au taux national. Aujourd'hui, sur mon premier mandat, je ne recevais des gens qui cherchaient du travail. Alors, je suis pas directeur de Pôle emploi, mais quand vous êtes maire, vous aidez. Vous êtes au service de l'autre. Vous essayez de faciliter la vie des gens. C'est ça, mon rôle. Et là, aujourd'hui, je reçois que des entreprises qui me supplient de leur trouver des gens pour travailler chez elles. Sinon, elles risquent d'être en difficulté. Donc oui, même chez nous, on peut travailler, on peut s'épanouir. On est à 2 heures de Paris. Je parle de Nevers et des villes un peu plus loin, mais elles ont d'autres charmes aussi. Donc voilà, je vais pas tout centrer sur Nevers, mais franchement, si vous avez envie d'une vie agréable tout en ayant du travail, il n'y a pas de raison de nous voir juste pour venir passer un week-end. Mais il y a peut-être des auditeurs qui vont venir. Et je les attends avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Thuriot. Merci à vous. Vous aurez remarqué que la fin de cette interview était un peu précipitée, Monsieur Thuriot devant me quitter pour se rendre à l'Élysée.
En tout cas, si Monsieur le maire vous a convaincu de déménager dans une ville médiane mais pas moyenne, je vous conseille de consulter le site internet dédié à son ouvrage, riche en contenu et regards croisés sur ce sujet. villemediane.fr au pluriel. Vous avez écouté ce podcast et ce jusqu'au bout, alors j'imagine qu'il vous a plu. Si vous avez particulièrement apprécié ce format d'interview plus court et condensé que les épisodes précédents, n'hésitez pas à me l'indiquer par message ou en commentaire sur Instagram, @vie-de-mère tout collé. C'est aussi là que vous pourrez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes et de l'actualité du podcast. Pour m'aider à le faire connaître, vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute favorite et en parler autour de vous. Chaque coup de pouce m'aide à continuer. À bientôt dans une prochaine vie de mère.